C'est une escale de Jeanne autour de Alain Bron. Bien sûr, nous parlerons de son livre, le dernier livre, Fin de parcours, aux éditions In Octavo et dans la série Scènes de crime, mais nous parlerons surtout d'Alain Bron. Alain Bron. Qui est Alain Bron? C'est une vaste question. Je crois que si je prends les points marquants, né à Tunis, Tunisie, d'une mère italienne et d'un père franc-comtois. C'est très important. Oui, vous me direz pourquoi. Non, on va le dire tout de suite parce que ma mère était d'un catholicisme très... mon père disait étrusque, parce que son panthéon c'était la Vierge Marie. Les autres comptaient beaucoup moins, quoi. Elle avait la Vierge Marie et puis Saint François d'Assise et Sainte Rita. Tous les autres disparaissent. Jésus-Christ, c'est... Elle avait ses saints préférés, en quelque sorte. Elle était fan de quelques saints. Donc, la Vierge Marie, c'était finalement la déesse étrusque. Oui. Et voilà. Et mon père d'origine protestante. Vous voyez un peu le mélange. Et tout ça à Tunis, dans un immeuble avec une famille juive ashkénaze au rez-de-chaussée. Nous, les gosses, on devait éteindre et allumer l'électricité à Shabbat et on ne comprenait pas pourquoi. Il y avait des émigrés russes au deuxième étage, il y avait des Maltais, c'est un mélange extraordinaire. C'est formidable. Et donc, j'ai quitté la Tunisie à 9 ans. Et pendant ces 9 ans, en fait, j'ai été plongé dans des mondes différents. Et c'est ça qui m'a donné après la capacité d'aller partout. Parce que je n'avais pas de problème, en fait, d'adaptation à tous ces mondes. Oui. Faute d'être un homme du monde, je suis un homme des mondes. C'est beau, c'est beau. Et après, arrivé en France, je passe des épisodes. Oui. J'étais très mauvais à l'école, très très mauvais. Moi, je rêvais de partir loin. Et il se trouve que j'ai été lauréat de la bourse de l'aventure. Et je suis parti tout seul pendant 4 mois, Sahara, tout seul. C'était une aventure extraordinaire qui a marqué ma vie, évidemment, qui a marqué ma vie professionnelle, toute ma vie. Parce que quand on part, il faut revenir. Et ça, j'avais 16 ans et demi. Quand on y pense, c'est incroyable. Et on revient comment quand on part si loin? On revient avec une maturité accélérée. Quand je suis revenu, mes copains de 16 ans étaient des enfants, mes profs étaient des enfants. Et donc j'ai eu une scolarité complètement perturbée. Jusqu'à ce que, en terminale, quand même, j'aurais eu une terminale, je tombe sur un prof de philo qui a lu ce que j'écrivais, parce que j'écris des centaines de petites histoires, qui m'a encouragé. On remercie jamais assez, en fait, les profs qu'on rencontre, vraiment. Et je suis tombé sur une prof de mathématiques qui m'a expliqué le fond des mathématiques, c'est-à-dire la recherche de solutions, pas du tout les formules, on s'en fiche de ça. Et puis il a fallu choisir entre français et mathématiques, et j'ai choisi mathématiques. Pour la recherche de solutions. Voilà, c'est uniquement pour ça. Et puis là j'ai eu beaucoup de chance. À l'université, je suis tombé sur des professeurs de très très haut vol qui commençaient en fait ce qu'on appelle le calcul numérique sur des ordinateurs. Et à la sortie de l'université, on m'a demandé de faire des calculs très complexes, notamment des échangeurs nucléaires, des trajectoires de fusées, des pièces de bateaux, des choses extrêmement compliquées qui ont fait en fait une partie du XXe siècle. Oui.
Et j'ai été absorbé immédiatement dans l'industrie informatique, où j'ai inventé des tas de choses, des algorithmes, des tas de choses. Et puis après, j'ai été expert international auprès de l'ONU pendant des années. Oui. Et puis, je me suis dit, j'ai fait le tour de la question, ça va, j'ai compris. Et comment on vient au polar quand on fait tout ça? Alors, c'est drôle parce que j'ai écrit des essais de psychosociologie Oui. après l'informatique. Et ça concerne quoi? Une poignée de gens, des profs, quelques étudiants. Mais je me suis dit, si j'écris un polar, j'aurai 100 fois plus de lecteurs en disant la même chose, oui, que des essais de psycho qui sont barbants. Voilà. Et c'est ce que vous faites. Oui. Parce que si on revient à Fin de parcours, le dernier qui est aux éditions In Octavio, c'est un peu ça. Vous êtes dans un polar avec de la psychologie, de la sociologie, des alertes. C'est exactement ça. Voilà, Fin de parcours. C'est l'histoire de quoi? L'histoire d'un drame pendant la guerre, c'est aussi l'histoire d'aujourd'hui, comment sont traitées les personnes âgées dans les EHPAD. Et c'est aussi un duel à distance d'intelligence entre un commissaire qui veut savoir la vérité, chercher une solution, oui, et puis un personnage qui est insoupçonnable du fond de son EHPAD. Pierre, 92 ans. Voilà. Et il y a Paul, parce que vous m'avez dit que toujours il y a une femme qui dénoue tout dans vos... Toujours, dans tous les bouquins, il y a toujours des femmes qui sont en mesure de résoudre soit des impasses, soit c'est elle qui, en fait, aide le personnage principal et qui parfois, non, je dirais, sans elle, il ne serait rien du tout. Alors, dans ce livre, ces personnes sont mortes de faim parce qu'on a mis dans cette partie d'Oise, on a amené de partout les personnes gravement atteintes psychiatriquement et on les a laissées. Il n'y avait plus à manger, les Allemands étaient là, la population, les voisins, il n'y avait plus de médecins qui avaient été enrôlés, les infirmières aussi, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et tout le monde venait se servir chez eux, s'approvisionner, parce qu'on pensait que, quelque part, c'était le rebut de l'humanité, parce qu'ils n'étaient pas normaux. C'est exactement ça. Voilà. Et vous m'avez dit qu'il y avait 2 médecins à l'époque qui avaient presque donné un blanc-seing en expliquant que les fous, on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. Alors, votre avis sur l'asile psychiatrique, parce que ça peut arriver aujourd'hui, c'est quoi? C'est une enclave fermée à la vérité? Alors, il y a 2 parties là-dedans. Est-ce que la société se donne comme moyen d'encadrer toutes ces personnes-là? Et la réponse aujourd'hui est non. Parce que le fait d'encadrer des personnes atteintes comme ça nécessite beaucoup plus de personnel qualifié. La deuxième, c'est un regard sur le monde psychiatrique. Et je suis tenté de prendre une idée qui disait que un hôpital psychiatrique doit se gérer comme une institution malade. C'est-à-dire qu'il faut aller à son bien-être tout le temps et de façon permanente. Et c'est applicable en fait à toutes les institutions, qu'elles soient de l'administration ou bien des entreprises. Il faut considérer que ce corps de personnes, cette société finalement, oui, doit être secouru, doit être soigné, ils doivent grandir ensemble. Oui. Voilà. Et les conditions que nous avons aujourd'hui ne sont pas réunies pour faire ça. Il n'y a pas de budget aussi. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, si je puis dire. Et en même temps, c'est la même chose dans les EHPAD. Parce que là aussi, il y a l'EHPAD. Tout à fait. Donc, tout à fait. Quand il y a une personne qui s'occupe de 14, 15, 16 personnes âgées, dont des personnes gravement atteintes, c'est impossible. Humainement impossible. Donc c'est votre vue aussi sur le hors âge
dont vous parlez, parce que le hors âge, vous leur donnez une immensité qui leur permet de ne pas être dans une case, c'est bien ça. C'est ça. Voilà. Vous les pensez aussi un peu avant, parce que votre personnage les regarde, essaye de deviner qui était avant, qui ils étaient avant le naufrage de l'âge. Il y a toujours un regard chez tout le monde d'ailleurs, chez les personnes âgées surtout, sur ce qu'on était à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et ce que les autres pouvaient être à 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est drôle parce qu'il y a une sorte de miroir. Oui. Et on ne pense pas à la continuité des choses, on pense à des étapes. Oui. Et c'est propre à tout le monde en fait. C'est-à-dire que la mémoire n'est pas un film, ce sont des images fixes qui sont... Sur un temps précis. Sur un temps précis. Et c'est comme si on passait des décennies. Exactement. C'est exactement ça. C'est comme si on ouvrait une boîte de photos, oui. Comme on avait dans le temps, oui. Et qu'on choisissait en fait une période particulière sur un cliché papier. Et ces personnes qui sont dans des EHPAD, bien sûr, et on reviendra à l'histoire, mais l'histoire, je crois que ceux qui nous écoutent la liront, comment ils passent le temps? Parce qu'il y a la notion de temps. C'est terrible le temps, quand on est enfermé et qu'on a envie en quelque sorte de continuer le temps. Toutes les personnes âgées vont vous dire que le temps passe à une vitesse incroyable. Incroyable. Dans les EHPAD, on essaye, pas toujours garanti, hein, d'avoir des activités. J'en cite quelques-unes. Oui. La télé collective, c'est à mourir de rire. Oui. Le loto, alors là, c'est un grand n'importe quoi. Le Scrabble, il y a ces trois choses-là. De temps en temps, il y a des chanteurs minables qui viennent animer. C'est pathétique. C'est pathétique. Et c'est là où je glisse l'humour, parce que c'est tellement pathétique qu'on se dit mais c'est pas possible. Et quand on le voit avec le prisme de l'humour, au moins ça donne une dimension qui est encourageante, disons. Voilà. C'est une tragédie de vieillir. Pour certains, malheureusement, c'est... On n'est pas égaux. On n'est pas du tout égaux, du tout. En même temps, vous m'avez parlé, dans les régions rurales, parce que vous êtes en Picardie, des jeunes qui ne lisent plus. Oui, c'est un phénomène qui s'appelle l'illettrisme et qui touche des jeunes à partir de 15 ans, surtout des garçons. Disons 60% de garçons, 40% de filles. Ils ne lisent plus, ils n'écrivent plus, ils abandonnent l'école, ils essaient de trouver des boulots. À 25 ans, ils ne savent plus ni lire ni écrire, ils ne savent plus déchiffrer des formulaires officiels. Ils ne peuvent plus écrire à leurs copains ou copines. Il faut qu'ils demandent à quelqu'un d'autre de le faire. Donc ils livrent leur vie intime, c'est ce que vous aviez dit aussi. C'est ça. Ils livrent leur vie à d'autres. À d'autres. Un bon polar, Alain Bron, quels sont vos ingrédients à vous? Un scénario, évidemment. Un très bon scénario dont on ne peut pas deviner la chute. Ça, c'est fondamental. Le suspense jusqu'au bout. Un éclairage social. Ça, je tire mon chapeau à tous les Maigret. Oui. Parce qu'en fait, c'est cette série de Maigret que l'auteur qualifie de romans gris. Oui. C'est-à-dire des romans qui sont écrits comme des romans blancs, c'est-à-dire des romans habituels, mais avec un éclairage sur une société particulière, sur un endroit particulier, sur finalement une sociologie particulière. Oui. Sur un ordinaire des jours qui est très différent des uns des autres. Tout à fait. Et la puissance de toute la série des Maigret, c'est que les lecteurs s'identifient à toutes ces personnes-là, à leur famille,
leur histoire. C'est ça la force, je crois. Hein. C'est pas tellement pour moi, hein, c'est pas le gore, c'est pas le crime en tant que tel, c'est anecdotique. Il y a aussi de l'humour, on m'avait dit, de la tendresse. Ça, c'est une marque de fabrique personnelle, parce que mon grand-père Emilio, le père de ma mère, italien, à la fin du repas, racontait des histoires qu'il inventait lui-même. Et la grande tablée italienne était morte de rire, non pas parce que l'histoire valait le coup, l'histoire était drôle en soi, mais parce que mon grand-père se bidonnait en racontant, il ne pouvait jamais arrêter ou finir son histoire. Tout le monde était mort de rire. Et c'était des petites anecdotes. Et moi, tout petit, je me disais, ce type-là, il a la capacité de faire rire tout le monde dans des situations absolument dramatiques. Chapeau, le grand-père. Vous m'avez dit aussi que vous aviez, un écrivain peut s'attacher un peu plus à un de ses personnages, comme parfois un peu l'ennuyer. Alors, il l'élague. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'éliminer des personnages, soit en les faisant mourir dans le livre, parce qu'ils ne sont pas intéressants du tout, soit en reprenant tout le livre. C'est très compliqué d'enlever un personnage, parce qu'en fait, il y a des liens un petit peu partout dans tout le texte, et c'est très compliqué. Et parfois, il reste des scories, des choses qui sont assez bizarres, et c'est souvent le cas, c'est quand l'auteur a enlevé des personnages et qu'il reste en fait des bribes, des sortes de traces, d'empreintes génétiques qui sont dans le livre. On va jouer aux questions et aux réponses. Mémoire. Éléphant. Récit. Je dirais la comptine. Trace. Trace. Empreinte. Polar. Maigret. EHPAD. Hors d'âge. Vieillesse. Tendresse. C'est joli. Vous avez vécu dans le monde lointain, présent, et vous êtes revenu. Donc, un livre, il faut partir avec, il faut revenir. Comment on revient d'un livre? Ah, ça c'est une question redoutable, très bonne question. Il y a des livres qui vous marquent parce que vous allez emprunter des bouts de vie et les appliquer à vous-même. Oui. Il y a des livres qui vous marquent parce que ils dénoncent des situations historiques insoutenables. Il y a des livres qui vous marquent parce que, un peu comme les muscles qu'on se découvre en frottant la serviette dans le dos, on se découvre un muscle qu'on n'avait jamais vu pendant 50 ans. Eh bien, certains livres vont vous faire remarquer des émotions que vous avez eues sans pour autant mettre un mot dessus. Et ça, je trouve ça très émouvant et très difficile à transcrire dans les livres. C'est-à-dire que c'est la conjonction d'un moment particulier, d'une histoire passée, et puis d'un élan, c'est-à-dire où va aller ce personnage. Et ces instants extrêmement fragiles qui finalement sont mémorisés le plus par les lecteurs, du moins les lecteurs et lectrices qui m'en font part. Et le lecteur, quand vous écrivez, vous avez le lecteur déjà en face? Non. 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 C'est un chemin vers. Pour moi, c'est une jubilation. C'est-à-dire que
je me dis, si moi je prends beaucoup de plaisir à écrire, ça veut dire qu'il forcément il va y avoir des choses à la lecture. Je ne fais pas la corrélation tout de suite. Dans votre vie, vous êtes jeune, et encore la vie devant soi, quelle est la partie qui vous a le plus, je dirais, exalté? Ce sont vos voyages, c'est votre poste à l'ONU, c'est tout ce que vous avez, entre guillemets, alerté, parce que pour ne pas dire dénoncé, ou bien c'est tout simplement avoir encore à dire, écrire surtout? Je crois que le passé, c'est le passé. J'essaie de ne pas trop radoter là-dessus. Et je m'inscris en fait dans le présent et l'avenir. Est-ce que c'est le fait d'avoir été dans l'informatique où on fabrique des choses nouvelles, ça vous donne cet élan? Ça m'a donné toujours le goût de la curiosité de savoir ce qui va se passer après. Ça, c'est à la fois ma formation et puis ce que j'ai pu faire dans ce monde qui évolue très très vite, très très vite. Mais maintenant, mon gros souci, c'est puisque je vis dans un village, c'est la ruralité, comment on la vit. Oui. Et comment va-t-on faire pour affronter des moments très très difficiles. Par exemple, dans mon village, il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a que la voiture. Il n'y a plus d'école. Ça veut dire quoi? Comment on vit dans ces cas-là? Et il y a... Le monde politique aujourd'hui n'a pas appréhendé ça encore. Oui. C'est parce que le monde politique vit d'élections. Les électeurs sont où? Sont en majorité dans des oui. Finalement dans des agglomérations. Et les gens qui sont dispersés dans le monde rural comptent pas beaucoup. On les entend pas en fait. Donc je m'occupe de ça. En tout cas, il y a une grande, je dirais, comme une grande frontière entre le monde urbain et le monde rural qui s'accentue énormément. Et on oublie le monde rural, justement. Il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de médecins. Plus de commerce. Plus de commerce. Et je vois qu'il y a aussi un certain laxisme à laisser faire ça. Par exemple, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un maire qui avait démissionné parce qu'on avait fermé l'école chez lui. Et le préfet a accepté sa démission. C'est ça, on peut citer plein d'autres oui. exemples. Hein. Pour aller en course, par exemple, il faut une voiture. Bien sûr. Même si on vous propose un bus que vous allez prendre vos 2 cabas et faire 14 km, non. Tout est à l'avenant. En tout cas, un grand merci pour cette escale de Jeanne avec vous. Nous l'avons faite à la brasserie de la Contrescarpe. Et un grand merci à Alain Bron d'être venu de si loin, de Picardie, nous raconter qui est Alain Bron, votre livre un tout petit peu. Et là, j'insiste sur le fait que c'est une photo d'origine. D'origine, et la maquette a été faite par le grand peintre Jacques Blancpain. Voilà. Et faim, c'est F-A-I-M. Nous avons toujours faim de vivre et faim d'espace, de tout ça. Un grand merci. Merci Jeanne, merci à vous. Merci beaucoup. Peut-être aussi revenir sur Fin de parcours et sur ce grand scandale où 3500 malades psychiatriques sont morts de faim à Clermont-sur-Oise pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi revenir sur ce côté poignant et humoristique de Alain Bron qui écrit en parlant de la salle de l'EHPAD. En examinant chaque résident, il se demandait parfois quelle allure avait revêtu la personne avant le naufrage de la vieillesse. Chez certains, la courbe des sourcils, un éclat dans l'œil ou des pommettes conquérantes laissaient deviner leur jeunesse passée. Certains soirs le prenaient une profonde déprime qu'il jugulait en se disant « De toute façon, la vieillesse dépend du regard des autres ». D'ailleurs, les termes de 4e âge ou de 5e âge, à quand le 6e, le faisaient hurler de rire. Lui ne se sentait pas vieux, mais hors d'âge, tel un bon Armagnac qu'on doit savoir, lentement, savourer. Puis ce passage pris à l'improviste par une personne qui était dans la salle que nous ne connaissons pas, Marc Rognon, mais que nous remercions, que j'ajoute ici. Donc c'était l'escale de Jeanne avec
Alain Bron, autour de Alain Bron et bien entendu de son livre Fin de parcours aux éditions In Octavo. Et merci Alain Bron, merci.